Bonjour à tous. Donc je m'appelle François-Marie Martin, je suis écologue et géographe. Et j'ai été recruté par le PUCA pour faire une synthèse un petit peu du programme BAUM et des enjeux liés à la description des formes urbaines pour l'étude de la biodiversité. Alors je vais commencer avec les généralités d'usage. On a une population citadine qui ne fait que croître, on a une biodiversité qui ne fait que s'effondrer. Donc il y a, pour faire très court, il y a urgence à mieux urbaniser. On a donc besoin que les recherches en écologie informent mieux les politiques d'aménagement et qu'à l'inverse, les aménageurs intègrent mieux les processus écologiques dans leurs travaux. On a besoin de synergie entre ces deux disciplines. Or, pour l'instant, on le sait, le dialogue demeure très insuffisant. Alors, une des raisons principales provient des choix méthodologiques dominants qui ont été faits jusque-là en écologie urbaine. Il faut voir que les approches déployées en écologie urbaine jusque-là se divisent globalement en trois catégories. La première étant les approches dichotomiques avec des comparaisons urbain-rural, ce qui est un petit peu grossier. Globalement, si on observe plus de biodiversité en forêt qu'en zone urbaine, qu'est-ce qu'on en tire en termes d'aménagement ? Pas grand-chose. Il ne faut pas urbaniser, sauf qu'évidemment, c'est plus compliqué que ça. Ça nous apprend pas vraiment à mieux urbaniser. L'autre approche dominante est l'approche par gradient de densité, gradient de pourcentage d'artificialisation. Alors c'est un petit peu mieux, mais ça reste toujours peu informatif en termes d'aménagement. D'autant plus que ce débat dans la littérature s'est surtout tourné autour du débat land sharing, land sparing, qui oppose une forme d'urbanisation plutôt compacte avec des grands espaces verts d'un seul tenant et puis une forme plus lâche avec beaucoup de végétation interstitielle. Sauf qu'il y a un problème fondamental là-dedans qui est un problème d'échelle, puisque si on n'y rajoute pas de contraintes, d'autres contraintes, la forme de land sharing implique nécessairement plus d'étalement urbain, puisque avec une densité d'habitat plus faible, plus de végétation interstitielle, pour loger la même population, on est obligé de s'étendre sur les zones naturelles. Or, la littérature semble plutôt montrer que c'est cette forme d'urbanisation qui serait la plus bénéfique à la biodiversité urbaine. Donc on a quelque chose d'un petit peu antinomique, puisque on va avoir des réflexions du genre « Ah, il faut faire du land sharing, on a plus de biodiversité en ville quand on fait du land sharing. » Ouais, mais ok, mais vous avez écrasé la nature en dehors de la ville pour faire ça. Donc ça n'a pas beaucoup de sens. D'autant plus que on oublie totalement le fait que pour une même densité de bâti, on peut avoir des formes urbaines tout à fait différentes. Cela vaut aussi pour le pourcentage d'artificialisation. Si jamais à pourcentage d'artificialisation équivalent, on n'aura pas du tout les mêmes conditions environnementales si jamais les bâtiments sont plutôt disposés de cette façon-là ou plutôt de cette façon-là. On n'aura pas des conditions environnementales similaires et donc on n'aura pas les mêmes assemblages en termes d'espèces. Donc ici encore, les enseignements pour l'aménagement sont assez limités. La troisième approche est une approche de comparaison des espaces verts le long de gradients de composition ou de configuration ou de gestion, etc. Mais ici encore, si on apprend beaucoup de choses sur la façon de composer, de créer et de gérer les espaces verts, on apprend relativement peu de choses pour l'enseignement. On peut pas, pour l'aménagement, pardon. On ne peut pas mettre des espaces verts partout, on ne peut pas agrandir la taille des espaces verts à l'infini, etc. C'est plus compliqué que ça. Et à cela, il faut rajouter beaucoup d'autres problèmes méthodologiques. On fait assez peu d'approches expérimentales en ville, parce que c'est compliqué. Il y a des tas de problèmes en termes d'acquisition des données, il y a des problèmes très récurrents d'échelle, de MOP, de biais géographiques, statistiques, et notamment le principal et le plus grave d'après moi, c'est l'absence très fréquente de prise en compte des principaux facteurs confondants dans les analyses. Donc bon, globalement, de nombreux auteurs déplorent une caractérisation trop grossière de la ville dans les études en écologie urbaine. En guise d'exemple, voici des observations d'une synthèse de littérature sur laquelle je travaille et qui montre que sur 152 articles d'ornithologie urbaine, la très grande majorité ne définissent jamais la ville, n'utilisent pas de gradient multivarié, se fichent du contexte ou de l'hétérogénéité spatiale. Donc globalement, on
nombreux sont ceux qui disent que les écologues devraient étudier la biodiversité sous le prisme d'outils ou d'éléments qui soient mobilisables par les aménageurs ou par les urbanistes. Les plaidoyers sont assez anciens là-dessus pour que les écologues adoptent les formes urbaines, mais pourtant le message a du mal à passer. Une petite illustration, je me suis amusé à regarder qui citait 6 références qui dressent ce constat ou qui font la promotion de l'adoption des formes urbaines par les écologues. Et sur les 708 citations qui citent ces références-là, il n'y en a que 5% environ qui sont des références en écologie urbaine. Tout le reste, c'est des références de la même discipline que les auteurs de ces articles, donc des urbanistes, des morphologues, des spécialistes de la télédétection, des géographes, etc. Donc, pour essayer de rééquilibrer et de taper un petit peu sur tout le monde, c'est pas forcément mieux dans le sens inverse. On l'a dit aujourd'hui, les urbanistes et les décideurs ont vite tendance à confondre verdissement et biodiversité ou fonctionnement écosystémique. Les descriptions des formes urbaines sont généralement assez insuffisantes aussi dans les sciences sociales. On a des terminologies, des méthodes qui sont très cloisonnées entre les disciplines et les sous-disciplines, et on a des centaines et des centaines de métriques et d'approches différentes pour caractériser les formes urbaines, mais qui généralement s'adaptent assez mal à l'étude des écosystèmes urbains. Donc c'est ce que je vous propose de regarder maintenant. On va s'intéresser un petit peu aux différentes méthodes, et notamment celles mises en place dans le programme BAUM. Donc il faut voir que la morphologie urbaine est une discipline relativement ancienne. Au départ, elle s'intéressait plutôt à la genèse des villes sous le prisme de l'histoire, de l'architecture, etc., avant d'intégrer des problématiques plus socio-spatiales. Ce n'est que sous l'impulsion de nouvelles questions de recherche sur la mobilité ou le climat et l'énergie que des approches plus quantitatives ont été développées. Ça fait qu'une dizaine d'années que des approches que je qualifie ici de mixtes, puisqu'il s'agit de typologie quantitative, ont vu le jour du fait d'une meilleure accessibilité aux données et de l'augmentation des capacités de calcul. Ces approches ont aussi été développées pour sortir un petit peu de la monographie, pour gagner en objectivité, en scalabilité, en transférabilité. On veut comparer sur de très grandes étendues des villes tout à fait situées dans des contextes différents, comme ici Amsterdam, Prague, Stockholm et des tas d'autres villes européennes. Alors globalement, qu'elles soient entièrement automatisées ou non, les typologies quantitatives reposent sur des bases communes. On mobilise des données vectorielles sur lesquelles on calcule des métriques liées à des composantes clés comme la rue ou c'est pas le bon bouton, la rue, le bâtiment, la parcelle, et sur lesquelles après on applique des classifications hiérarchisées pour obtenir des taxonomies. Aussi avancées qu'elles soient, et malgré leur caractère pluridisciplinaire, ces approches nécessitent généralement des adaptations pour pouvoir être utilisées dans le champ de l'écologie urbaine. Je vous donne quelques exemples rapides. Le tissu urbain francilien, qui recoupe de nombreuses bases de données locales et qui couvre l'intégralité de la région parisienne, est globalement très orienté sur l'usage des sols, ce qui n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent d'un point de vue écologique. Berghauser Pont et ses collègues, eux, ont développé une typologie très pointue, divisée en 3 catégories. Donc, ils classifient séparément les routes, les bâtiments et les parcelles. Donc, c'est très précis, c'est très intéressant, mais c'est aussi très fastidieux. Et puis, c'est très orienté en fait sur l'accessibilité piétonne et les questions foncières, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt pour les questions biologiques. Haraldi et Fusco de Nice ont développé une approche qui s'appelle Multiple Fabric Assessment et qui typologise les villes du point de vue du piéton. Donc c'est très intéressant également, mais ça a tendance à ignorer ce qui se passe à l'intérieur des parcelles. On regarde que ce qui se passe au niveau du réseau viaire. Or, la majorité de la biodiversité et des interactions biologiques se produit sans doute, ou peut-être pas la majorité, mais une grande partie se produit sans doute à l'intérieur des îlots et pas uniquement sur le réseau viaire. Une dernière approche que j'aime assez, qui est la taxonomie numérique de Martin Fleischmann et ses collègues, cherche à développer une caractérisation des formes urbaines. Alors, c'est basé sur des données en libre accès, et les codes sont en libre accès également, donc c'est très transparent. Et il cherche à typologiser les formes urbaines de la même manière qu'on classifie le vivant.
donc sur la systématique en biologie. Tout comme l'approche d'Araldi, c'est basé sur ce qu'on appelle des polygones de Voronoi, donc c'est quelque chose de très scalable, mais ça a aussi le problème de ne pas représenter ce qui se passe, ou de très mal le représenter quand on est dans des zones peu bâties. Donc bon, chacune de ces approches peut être assez puissante, il y en a des tas d'autres que je pourrais citer, mais elles ont toutes des problèmes pour l'intégration des questions de recherche sur la biodiversité. Et cette grande diversité des approches, on la retrouve très bien dans les approches déployées dans le programme BAUM. On l'a vu toute la journée, les approches et les sujets d'études sont extrêmement diversifiés. Dans les projets Morphobio et Tram Biosol, on a vu plutôt des qualifications, des typologies qualitatives, avec des approches tout à fait différentes, mais qui s'intéressent notamment au lien entre type bâti et végétation. Le projet Romur, lui, fait un peu cavalier seul, puisque c'est le seul des 6 projets à adopter une approche qui est entièrement quantitative. En revanche, il partage avec Frugacité et aussi Biorevex la modélisation des réseaux, la modélisation spatiale des réseaux d'habitat. Or, on sait que c'est un facteur confondant extrêmement important pour l'assemblage des communautés biologiques en ville. Le projet Frugacité, lui, utilise ce que j'ai appelé une approche mixte multi-échelle, puisque, comme on l'a vu, il qualifie à la fois le bâti au niveau régional, mais également au niveau beaucoup plus local, avec les formes architecturales des gares, etc. Donc on a quelque chose à la fois de quantitatif, à la fois de qualitatif. C'est pas évident d'y coller un terme. Le projet Biorevex, alors... Je suis désolé, je me base sur les infos que j'avais avant la journée d'aujourd'hui, qui n'étaient pas forcément à jour. Dans le document que moi j'avais, le projet Biorevex utilisait certes une approche d'ACP comme ils l'ont présenté tout à l'heure, mais ils utilisaient aussi l'approche d'Araldi et Foucault basée sur le réseau Vierre, puisque ça collait assez bien avec leurs hypothèses de travail. Donc on a une approche mixte multi-échelle également, puisqu'ils utilisaient différentes tailles de buffers autour des tronçons Vierre. Et là aussi, je le disais tout à l'heure, l'approche d'Araldi et Foucault est un peu trop focalisée sur le réseau Vierre. Ils ont quand même dû rajouter, intégrer le volet une composante de végétation, parce que ça ne suffisait pas de s'intéresser uniquement à la typologie des tronçons Vierre. Le projet Evolville, lui, utilise ce que je pourrais appeler une approche mixte, mais plutôt maison, donc basée sur des métriques sur lesquelles on applique une ACP et on en tire des catégories un petit peu générales. Donc on voit que c'est des approches très diversifiées, et si elles ont toutes des avantages certains, elles ont aussi malheureusement des inconvénients. Chaque type présente des inconvénients assez marqués. Les approches qualitatives, les typologies qualitatives, leur grand avantage, c'est leur incarnation. Il est très facile de voir de quoi on parle, c'est facile de se les représenter. De ce fait, c'est assez facile de communiquer avec le grand public, de communiquer avec les élus. On peut se l'approprier facilement, on peut se le passer de discipline en discipline. En revanche, c'est quelque chose qui est fondamentalement subjectif, ça manque de transférabilité, ça dépend énormément des définitions et des termes employés. Et du coup, ça manque un petit peu de précision, parce que c'est forcément un petit peu grossier. Par exemple, quand on dit on a vu plus de biodiversité dans l'habitat pavillonnaire, de quel habitat pavillonnaire on parle? Est-ce qu'on parle de l'habitat pavillonnaire comme ça, bien régulier, avec des maisons au centre des parcelles, ou est-ce qu'on parle plutôt de formes avec les maisons sur le front des rues et avec des grands îlots centraux remplis de végétation, ou une forme comme ça, un petit peu intermédiaire? On voit bien qu'on est dans la même catégorie, mais on est peut-être dans des sous-catégories, c'est pas tout à fait clair. Et est-ce que c'est l'effet quoi? De la densité des maisons? C'est l'effet de la densité des rues? De l'angle des rues? Est-ce que c'est l'effet de ci ou de ça? C'est pas très clair, et les approches qualitatives ne permettent pas de répondre à ce genre de questions. Ce qu'on peut aussi malheureusement reprocher un petit peu aux approches qualitatives, c'est que ça ne permet pas très bien de caractériser les zones qui sont très hétérogènes, ou les transitions entre les catégories.
Les approches purement quantitatives, à l'inverse, sont extrêmement précises. On peut isoler chacun des effets individuellement. On peut créer des interactions, même des interactions extrêmement complexes entre chacune des métriques et pouvoir faire des prédictions quantifiables extrêmement précises. Le problème, c'est que c'est imbitable. Globalement, personne ne comprend rien quand on dit « bah oui, alors moi j'ai fait une interaction triple entre telle métrique et telle métrique ». Bon, ok, mais ça veut dire quoi dans la vraie vie? Donc c'est pas simple. Bon, par contre, c'est parfaitement objectif et c'est transférable et on peut caractériser les villes du monde entier avec le même jeu de métriques. Un autre problème des approches purement quantitatives est la complexité technique. Ça demande des données quand même assez précises et ça implique de nombreux problèmes sur les analyses statistiques qu'il y a derrière. À ce propos, dans 2 semaines, je vais aller faire une petite intervention dans un colloque de statistiques pour justement parler de ça et voir si les statisticiens purs n'ont pas un petit peu des astuces pour nous aider à mieux prendre en compte la complexité des données et la dimensionnalité très élevée des données en écologie urbaine. Enfin, les approches mixtes, ce que j'appelais approches mixtes, donc les typologies quantitatives, et comme elles sont un petit mélange des deux, elles ont un peu les avantages et les inconvénients des deux. Donc bon, on le voit, c'est pas simple, on a des cultures disciplinaires différentes, on a énormément de complexité, on a du mal à communiquer, donc il y a encore du boulot si jamais on veut atteindre une mise en œuvre opérationnelle de ce que j'ai appelé les formes urbaines écosystémiques. Il faut identifier et dépasser les écueils méthodologiques inhérents à chaque approche, il faut harmoniser les typologies, offrir des boîtes à outils peut-être mobilisables par tout le monde pour qu'on utilise des choses qui sont un petit peu comparables. Il faut synthétiser, poursuivre la synthèse des connaissances sur le lien entre forme urbaine ou métrique urbaine et biodiversité, et puis faire la même chose avec les fonctions écosystémiques, parce que c'est pas non plus tout à fait la même chose. Il faut faire un peu plus d'expérimental pour tester des relations de cause à effet. Il faudrait évidemment faire bouger la législation et la réglementation. Donc bon, il y a du boulot. C'est pour ça que le PUCA souhaiterait élaborer une sorte de référentiel des formes urbaines et des descripteurs, des outils descripteurs associés. Mais bon, facile à dire, moins facile à faire. Qu'est-ce qu'on entend exactement par ça? Quel serait le contour exact de ce référentiel? Est-ce qu'on veut lister toutes les formes urbaines existantes, tous les types de formes urbaines ou toutes les métriques et leurs effets connus ou supposés sur la biodiversité? Est-ce qu'on se focalise uniquement sur la région parisienne, sur la France, sur l'Europe? Est-ce qu'on veut faire quelque chose de valable pour le monde entier? Parce que tout le monde en aurait besoin. Quelles métriques et quelles dimensions des formes urbaines on intègre? On l'a vu. Il y a énormément de façons de caractériser les formes urbaines. Est-ce que toutes sont pertinentes écologiquement? C'est pas sûr. Et est-ce que toutes les méthodes employées en écologie urbaine sont pertinentes pour les aménageurs? Encore une fois, je pense pas. Dans la littérature en morphologie urbaine, on retrouve un consensus assez général sur les dimensions du réseau viaire et sur les dimensions du réseau bâti. Ok. En revanche, il y a déjà un petit peu plus de débat dès qu'on parle des dimensions de la parcelle ou de l'îlot. Il y en a qui les intègrent, il y en a qui disent que ça ne sert à rien, etc. Pourtant, en termes écologiques, elles semblent toutes les deux pertinentes. On l'a vu d'ailleurs aujourd'hui, la dimension de la parcelle, si le rapport entre surface bâtie et surface d'une parcelle peut donner des indications sur la surface de jardin ou sur la surface d'espace libre potentiellement végétalisable. Donc si on a des informations sur la surface des jardins, ça donne des informations sur les surfaces où il n'y a pas de clôture, pas de mur, où la gestion risque d'être un petit peu homogène. Donc ça c'est important en termes écologiques. Les îlots, eux, sont importants parce que c'est des zones où on va avoir ça donne une idée de la quantité d'habitat atteignable sans avoir à traverser des routes qui sont des barrières majeures pour la plupart des espèces. Donc on peut aussi se demander s'il ne faudrait pas rajouter une dimension végétale ou une dimension organique, parce qu'il n'y a pas que le végétal, il y a aussi le sol. À tout ça. Les morphologues, juste là, se désintéressent de ça. Ils considèrent que le cœur des îlots, quand il n'y a pas de bâti, c'est du vide. Sauf que, on l'a bien vu, c'est pas toujours le cas. Et pour des formes urbaines, des types urbains similaires, on peut avoir des degrés de végétation tout à fait différents. C'est le cas ici. On peut imaginer que les formes urbaines qu'on voit ici à droite abriteront pas la même biodiversité que leur pendant à gauche qui est beaucoup moins végétalisé. Donc ça pose aussi la question de savoir...
Oui, voilà. Donc ça pose aussi la question de savoir s'il ne faudrait pas avoir des classifications multiniveaux, avec des classes très régulières, très générales, qui soient valables peut-être dans le monde entier, puis des classes qui soient peut-être plus régionalisées ou qui tiennent plus en compte de tous les facteurs locaux du contexte. Il faut aussi se poser la question de l'échelle. Il est évident que les micro-organismes du sol ne réagissent pas aux mêmes échelles spatiales que des espèces de plus grande taille. Il y a plein d'autres questions. Est-ce qu'on doit intégrer explicitement la différence entre espace public et espace privé? On sait que ça a une importance en termes d'activité de fréquentation humaine. On sait aussi que ça a une importance en termes d'accessibilité sur le terrain quand on va faire des relevés. Donc c'est quand même un petit peu important opérationnellement. Est-ce qu'on doit suggérer des indices de biodiversité ou des réponses biologiques à étudier en particulier? Est-ce qu'il y a plus d'enjeux sur l'une ou sur l'autre? Mais c'est quelque chose d'assez énorme. Comment on fait pour rendre ce référentiel compatible avec les attentes de tout le monde, sachant qu'on voit bien que les attentes sont multiples et extrêmement diversifiées? Et dernière question, qui n'est pas la moindre et qui va peut-être vous faire sourire, mais comment est-ce qu'on fait pour faire ça réalistement? Moi, par exemple, mon contrat, il dure que 6 mois. La tâche paraît tellement énorme que ça semble un petit peu déraisonnable. C'est un petit clin d'œil, donnez-moi du boulot. Mais non, mais sérieusement, c'est pas si simple. Soit on va être obligé d'avoir des ambitions très restreintes, soit sinon il faut aussi essayer de travailler sur le temps plus long. Donc voilà, on voit que c'est compliqué, il y a beaucoup de choses à faire et j'attends avec impatience vos réactions. J'ai été un peu provocateur à dessein parce que je veux justement des réactions et des questions pour pouvoir m'aider à y voir plus clair et à savoir comment m'y prendre. Voilà. Merci à tous. Merci. Alors, on a voulu que François-Marie présente quand même un petit peu son contexte et puis qu'il vous présente parce qu'il va aller voir chaque équipe, il va travailler sur le sujet. Donc voilà, je crois que c'est une première prise de contact. Il a posé pas mal de questions. Vous posez pas de questions, hein. C'est pas la peine d'en rajouter. Si vous avez des remarques, par contre, je suis preneur, et lui aussi. Mais vous avez vu qu'on touche à énormément de choses et que le débat qu'on va avoir, le CS, les équipes et puis lui, à un moment donné, va falloir faire un peu un choix là-dedans. On ne pourra pas tout aborder. Au début, on était plutôt indicateur, c'est peut-être pas évident. Les jeux d'échelle, par contre, ça c'est évident, etc., etc. Voilà, je ne vais pas plus loin. Un mot de Jean-Christophe. Merci, je suis l'affreux quantitativiste qui ne fait que des indicateurs quantitatifs. Imbitable. J'avais une question par rapport à ce que font les climatologues urbains, puisqu'il y a les local climate zones qui sont extrêmement utilisés. Et je voulais savoir si, d'après ce que tu avais pu voir, ce n'était pas intégré dans ta réflexion parce que c'est à une échelle différente. Mais il y a quand même une volonté de typologie un peu spécifique, un peu générale, qui est quand même utilisée par plein de chercheurs dans le monde. Première question. Et deuxième question un peu provocatrice à mon niveau. Tu as été à Théma, et tu y es encore depuis un bout de temps, et il y a des chercheurs qui travaillent sur la fractalité des formes urbaines. Je voulais savoir ce que tu en pensais. Alors sur les local climate zones, ça c'est ouais, ça y est plus. Bon, ça s'est pas vu, mais si. En fait, fallait être attentif. C'était écrit. Mais oui, donc là, les LCZ, c'est les Local Climate Zones. Ça fait partie des nombreuses typologies existantes. En revanche, je reconnais que j'ai pas encore eu le temps de faire beaucoup de littérature, enfin même pas du tout en fait, de littérature sur la façon dont les climatologues urbains caractérisent exactement ces Local Climate Zones. Pour les avoir utilisés dans le cadre de mon précédent postdoc avec toi. Et c'est Yves Richard de Biogéosciences Dijon qui nous les avait fournis. Et il avait l'air de dire que c'était un petit peu... qui faisait ça un peu maison, quoi. Mais je ne sais pas si c'est représentatif. Les typologies utilisées en entrée dans le logiciel qui typologise les local climate zones était fait de manière un petit peu maison. Donc, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde.
Donc pour l'instant, je n'ai pas beaucoup d'éléments pour répondre là-dessus. Sur la fractalité, j'ai encore moins de choses à dire. Honnêtement, j'ai pas vu... Je ne me suis pas intéressé à la littérature sur la fractalité. Je trouve que, je pense que je l'ai assez souligné, je suis assez négatif. Il est déjà compliqué de tirer des généralités sur des formes urbaines archétypales un peu larges, comme l'habitat pavillonnaire, l'habitat collectif continu, discontinu, etc. C'est déjà pas simple d'y voir clair sur leurs effets. Si en plus on intègre de la fractalité et du coup une imbrication d'échelles les unes dans les autres, etc., c'est sans doute pertinent dans l'absolu, mais je pense qu'on s'éloigne énormément de l'opérationnalité. Oui, en même temps, c'est aussi une clé importante pour fouiller les éléments, quoi. Alors, pour rebondir, il y a aussi donc des travaux. Je parle souvent des travaux sur les énergies et les typologies d'urbanisme par rapport justement aux problématiques énergétiques pures. Donc on n'est pas tout à fait sur la climato, mais pas loin. Donc il y a des travaux américains où ils ont fait énormément de listings là-dessus. Et puis juste pour info, avec Jean-Marc Hoffner, on est en train de travailler sur les typologies du périurbain, sur les définitions. Et elles sont tellement multiples que, je sais pas, ça pourrait être intéressant à un moment donné de voir avec lui comment est-ce qu'on arrive à retrouver un peu des éléments qui ont une cohérence aussi. Parce que c'est vrai que les typologies, elles sont faites aussi par rapport à la question qu'on se pose, mais on peut s'inspirer bien évidemment d'autres éléments. Une dernière réaction. Bon, on va passer... merci beaucoup, et puis bon courage.